Qui est Jean Renoir? Ce cinéaste qu'Orson Welles se déclare être le meilleur réalisateur du monde. Au lieu de nous satisfaire de l'idée préconçue d'un Jean Renoir réaliste et humaniste, notre hypothèse se fondera sur l'analyse des bouleversements de ses styles, basculant plusieurs fois de polarité dans l'évolution de son cinéma, tout au long de sa carrière de presque 50 ans. Un dandy issu du peuple expose des contes fantastiques sur la misère paysanne. Ce dandy devient un socialiste engagé, réalisant des films de commande pour le Parti communiste, tout en regrettant ostensiblement l'aura de la classe aristocratique. Un patriote, combattant de la Grande Guerre, se réjouit de rencontrer le dictateur Mussolini. Un pacifiste dévoué, internationalement reconnu, envoie son fils unique dans l'enfer de la guerre du Pacifique. Un exilé à Hollywood rêve vainement de faire des films d'auteur, et un auteur européen aspire sans succès au marché américain. Pour finir, ce précurseur du néo-réalisme bascule vers la polarité opposée de l'artificialité théâtrale, tout en inventant le paradoxe de la réalité féerique. S'il y a une modernité dans le cinéma de Jean Renoir, notre hypothèse est que le cinéaste met en scène des modernités plurielles et contradictoires jusqu'à la fin de sa vie. Comment Jean Renoir a-t-il pu devenir un cinéaste engagé au service du Parti communiste face à l'ascension du pouvoir d'Hitler, en n'étant à l'origine qu'un dandy sans souci, seulement hanté par ses obsessions des automobiles de luxe, des femmes fatales et du cinéma américain? Jean Renoir a vu le jour dans une aisance bourgeoise qui lui a permis de vivre pleinement la belle époque. Il naît en 1894 à Montmartre et passe son enfance dans un confort douillet. Auguste a son second fils Jean à l'âge avancé de 53 ans, alors que sa réussite internationale est enfin advenue. Cette réussite arrivée en même temps que le fils chéri assurera la vie insouciante de la famille bien après sa mort. Jean Renoir est un bébé gâté par des parents attentionnés. Bien qu'elle laisse penser à son père qu'il est loin d'être un étudiant intelligent, sa passion pour les uniformes chics et flamboyants exalte Jean au point qu'il finira par s'engager dans l'armée à la veille de la Grande Guerre. La brutalité de son expérience au combat anéantit non seulement sa naïveté nationaliste, mais lui inflige de plus une blessure qui le handicapera jusqu'à la fin de sa vie. Avec le même enthousiasme que sa fierté juvénile à la gloire de la guerre, le jeune Renoir se passionne pour les inventions de la modernité célébrant la vitesse, le risque et le glamour, les avions, les voitures de sport, et enfin le cinéma américain. Comme Antoine de Saint-Exupéry, son ami aristocrate, Jean Renoir s'enthousiasme pour la toute nouvelle aéronautique. Il pilotera lui-même des avions de repérage pendant la guerre de 14-18. Une expérience pleine de sensations et de risques dont il s'inspirera pour créer la mission aérienne du capitaine Boieldieu et du lieutenant Maréchal dans La Grande Illusion. Cette aventure moderne pleine de dangers dans l'aviation l'inspire non seulement pour créer André Jurieu, le héros tragique de la règle du jeu, mais le pousse aussi à tenter d'adapter, malheureusement sans succès, Wind, Sun and Stars, la version américaine de Terre des Hommes de son ami Syntex. De son adolescence sur la côte méditerranéenne, Jean Renoir retire sa passion de l'automobile. Il aime les voitures de luxe et a les moyens de s'en offrir. Le cinéaste possédera des dizaines d'automobiles, par exemple une Napier, rivale de Rolls-Royce, et de nombreux coupés et décapotables. Selon Alain Renoir, ses parents ont même possédé 2 Bugatti, la référence légendaire des voitures de sport pendant l'entre-deux-guerres. Jean Renoir roule en Bugatti bleu 2,3 litres, alors que sa femme Catherine possède une autre petite Bugatti. Ces bijoux de sophistication technologique réservés à la jeunesse dorée coûtent à l'époque environ 10 ans de salaire moyen d'un ouvrier. Avec ce dandysme à la poursuite incessante de prodigieuses inventions, il paraît évident que Jean Renoir se soit décidé à partir à la conquête d'une autre modernité, encore plus fabuleuse, apportant encore plus de plaisir et de risques, le cinématographe.
Dans une autobiographie achevée quelques années seulement avant sa mort, Jean Renoir admet dans une autocritique pleine d'humour qu'il s'est lancé dans le cinéma en vendant des tableaux de son père, simplement parce qu'il voulait que sa femme Catherine devienne une vedette aussi brillante que les stars des films américains que le couple aimait tant. Dans sa première période cinématographique, avant son exil aux États-Unis, sa passion des voitures de sport concorde avec celle du cinéma. L'entourage de Jean Renoir, comme ses nombreux assistants réalisateurs, partage son amour presque religieux des Bugatti, cette mécanique sacrée. Un de ses meilleurs amis, Pierre Champagne, acteur de ses 4 films muets mais également son assistant réalisateur, partage ce fétichisme amoureux quasiment sexuel. Il soulevait le capot des Bugatti, caressait leur moteur, vérifiait le niveau d'huile et le bon graissage de la pédale de frein. Jean Renoir raconte aussi ses pèlerinages avec Pierre Champagne à l'usine Bugatti de Molsheim qu'il visitait comme une église, tout en snobant volontairement la sublime cathédrale de Strasbourg toute proche. Jacques Becker n'était alors qu'un jeune bourgeois cinéphile. Après un stage à New York, il participe aux aventures cinématographiques de son maître Renoir comme assistant réalisateur. Aller au ciné. La dernière fois que j'y étais, il y avait des places. Jean Renoir témoigne de leur communauté d'esprit. Nous aimions les mêmes choses, les voitures de sport, les rasoirs de sûreté américains, et surtout le jazz. En y ajoutant le cinéma, cela correspond parfaitement aux passions d'un dandy des années folles. Georges Darnoux, le canotier séducteur de Sylvia Bataille dans Partie de campagne, était également assistant réalisateur de Jean Renoir. Malgré son réel engagement communiste et bien qu'il ait accompagné Jean Renoir dans ses pèlerinages au culte communiste à Moscou fin 1935, il n'est en fait qu'un authentique aristocrate un peu dévoyé, un dandy au titre de comte. La véritable passion de Darnoux est la course automobile. Il a participé à de nombreux grands prix avec sa Bugatti, terminant même 3e à la course de Saint-Raphaël en 1931 sur le circuit d'Estérel-Plage. Alain, le fils de Jean Renoir, se souvient que pendant le tournage de Partie de campagne, il lui avait prêté sa légendaire Bugatti. Alain confesse avec fierté « C'était formidable, je buvais du petit lait ». Jean Renoir n'hésite pas à afficher son inclination pour cet engin merveilleux. À la fin de la nuit du Carrefour, une Bugatti type 46, la Petite Royale, occupe toute la largeur de l'écran juste avant la fameuse scène de course-poursuite. Au début du film Le crime de Monsieur Lange, une superbe voiture au petit matin roule à grande vitesse dans une campagne désolée. Il s'agit d'une Bugatti type 50, pilotée par le fils d'un millionnaire, qui veut, pour sauver Monsieur Lange, accusé de meurtre, lui faire passer la frontière belge. Jean Renoir partageait l'enthousiasme quasi-sacré de ces automobiles fabuleuses avec le petit clan de ses camarades et affirmait que le pape de la religion automobile était Ettore Bugatti. Dans une de ses dernières œuvres de fiction avant sa mort, le roman Geneviève, le cinéaste confesse son enthousiasme de jeunesse. Ma passion des véhicules propulsés par des moteurs à combustion interne dépassait la raison. Il s'agissait d'un culte. J'avais 18 ans et je subissais l'attraction irrésistible de cette mécanique sacrée. Je ne rêvais que piston, carburateur, allumage par magnéto, changement de vitesse à double baladeur et cardan. On comprend qu'il s'agissait d'une dévotion presque religieuse, d'un dandy à la nouveauté. Finalement, cette adoration des machines modernes peut se révéler mortelle, comme pour l'aviateur Saint-Exupéry qui périt dans son cher avion. Comme par prémonition, dans La Chienne, magistralement ponctuée par le meurtre de Lulu, Jean Renoir met en scène une grande automobile de luxe conduite par un voyou, Dédé, interrompant le spectacle de rue sous la désapprobation d'une foule néanmoins admirative de cette voiture sensationnelle. La vanité de Dédé le condamne à mort malgré son innocence. À cause de cette remarquable voiture, tout le monde affirme qu'il était sur les lieux du crime. La passion des automobiles se révèle tout aussi vaine et mortelle en dehors du film. À la fin du tournage, l'acteur interprétant le rôle de Dédé, Georges Flamand, se croyant devenu une star, achète une grosse voiture américaine et invite Jeannie Marès, Lulu dans La Chienne, à essayer son nouveau trophée. Malheureusement, il savait à peine conduire et elle perdit la vie dans l'accident qui se produisit inévitablement. La Chienne fut son ultime et meilleur rôle. Comme dans le film, la réaction de Michel Simon fut violente. Non seulement il s'évanouit pendant l'enterrement de la jeune actrice, mais il voulut aussi étrangler Georges Flamand et tuer Renoir avec un revolver. Le fétichisme vain de la mécanique moderne, que ce soit l'automobile de Flamand ou le cinématographe de Renoir, avait anéanti la belle vie de cette fille innocente de 23 ans.
Le culte des Bugatti partagé par Jean Renoir et son ami Pierre Champagne s'achève également par une tragédie. Pierre, dans l'enthousiasme d'avoir enfin réussi à acquérir l'objet de son désir, une rarissime Bugatti Breccia conçue par le pape Ettore Bugatti lui-même, invite son meilleur ami et complice d'automobile, Jean Renoir, à tester leur rêve. Lancée à pleine vitesse, la belle Bugatti quitte brusquement la route à cause d'une flaque d'huile sur la chaussée. Pierre Champagne meurt sur le coup et le cinéaste ne doit sa survie qu'à la bienveillance de braconniers qui le transportent à l'hôpital. Cette quête de la vitesse jusqu'à la mort hante le cinéaste qui s'en inspire dans la règle du jeu. Dans la scène du suicide, l'aviateur précipite sa voiture dans le fossé en compagnie de son meilleur ami Octave, bouleversé d'avoir frôlé la mort à son corps défendant. À la fin de sa vie, Jean Renoir remet en cause cette religion automobile et confesse « Je ne prévoyais pas que mon idole allait devenir un monstre. Comment une soupape serait-elle capable de changer notre mode de vie ? Nos nourritures, la nature de nos plaisirs, notre façon de faire l'amour. » Jean Renoir prolonge l'évolution perpétuelle de son art tout au long de sa prise de conscience de la modernité fatale, à l'image de son partage militant avec Zola dans La Bête humaine, face à la modernité tourmentée. En transposant les mots de Baudelaire sur le frisson d'une rencontre dans un Paris en pleine mutation vers une nouvelle ère, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue, en vivant pleinement la belle époque, la grande guerre et les années folles, la passion du jeune Renoir pour l'aura de la guerre, pour l'ivresse de la vitesse automobile et pour le glamour du cinématographe, se révèle dans la poursuite d'un plaisir fatal, comme une monstruosité qui fascine et une modernité qui tue.